Bienvenue pour cette table ronde organisée avec DeepMind. Est-ce que les applications de l'IA peuvent améliorer la vie des Québécois et des Canadiens? Il y a énormément de moyens qui viennent à travers l'informatique et de l'intelligence artificielle. Et ça ouvre de grandes perspectives. Et bien entendu, toutes les grandes entreprises se sont plongées et penchées sur ces questions pour développer des nouveaux produits. Donc avec nous, nous avons Valérie Beckert, Marc Bellemare, Gheorghe Comatzi, Simon Lacoste-Julien, Rémi Mourad-Chibol, et puis donc Rémi Tachet-Descombes. On va simplement demander à chacun de se présenter. Alors j'avais fait par ordre alphabétique et ça commençait par Valérie. Valérie Beckert, je m'occupe de la recherche fondamentale et appliquée chez ServiceNow, qui a été qui a acheté en fait Element AI en 2021. Donc on provient de la communauté de l'écosystème montréalais. Voilà. Je ne sais pas si vous avez besoin de plus de Alors, qu'est-ce que détails. c'est que l'écosystème montréalais? Dites-moi tout. Oh mon Dieu, l'écosystème montréalais, on en fait tous partie. Les universités, les startups, les incubateurs dans le monde de l'intelligence artificielle ont été plutôt bien activés dans les dernières années, ce qui a fait en sorte qu'il y a plusieurs compagnies qui sont installées internationales, qui sont installées à Montréal pour y faire, entre autres, beaucoup de recherches. Et puis, là, le défi, je vais me permettre de faire un petit peu pas de publicité, mais de pousser un petit peu les entreprises québécoises et canadiennes. Le défi, ça va être d'être capable d'en tirer profit et de générer de la valeur économique pour le Québec et pour le Canada et ne pas nécessairement laisser des entreprises étrangères profiter de nos cerveaux, mais de profiter nous-mêmes aussi de nos cerveaux. Et c'est comme ça que les Canadiens et les Québécois peuvent tirer profit de l'intelligence artificielle, par exemple. Très bien, merci beaucoup. Marc, à vous de jouer. Marc Bellemare, je suis chercheur senior chez Google Research ici à Montréal. Je dirige l'équipe d'apprentissage par renforcement. Donc, on s'intéresse à tout ce qui est d'apprendre à faire des décisions de manière automatique à partir de données. J'ai travaillé beaucoup dans le jeu vidéo. J'ai aussi travaillé dans les dernières années avec une compagnie qui est malheureusement maintenant défunte, qui s'appelle Loon, qui faisait des ballons stratosphériques. Donc, pendant un bout de temps, on travaillait sur l'application de l'apprentissage par renforcement aux ballons stratosphériques, donc voler 20 km au-dessus de la Terre. Puis aussi, je suis aussi affilié à Mila, donc je travaille avec Mila, avec l'Université McGill et l'Université de Montréal. Et vous avez un rôle universitaire aussi, ou vous êtes plutôt dans l'aspect recherche? Donc, je suis dans la recherche industrielle, mais j'encadre des étudiants, ou je co-encadre des étudiants à Mila. C'est vraiment incroyable qu'on puisse faire ça aussi dans un cadre conjoint. Ça fait partie de l'écosystème. Ça fait partie de l'écosystème. Ah, l'écologie. Gheorghe. Je fais partie de DeepMind ici à Montréal. Je suis un chercheur dans le bureau ici. Et tout comme Marc, j'étudie l'apprentissage par renforcement. Vous avez peut-être là, plusieurs d'entre vous avez vu la présentation de la directrice du bureau de DeepMind sur le sujet, donc je ne vais pas parler trop de ça. C'est ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, c'est d'apporter un petit peu la perspective des immigrants au Québec. Moi, je suis venu ici, ça fait 20 ans avec ma famille. Puis, parlant de l'écosystème, je suis resté ici. Donc, c'est une, on va dire, c'est preuve que ça marche et que, bien sûr, il y a des raisons de rester ici, de ne pas partir, de ne pas sortir du Québec et d'apprendre des français. Donc, je suis ici, parlant en français, même si c'est ma 3e langue. Merci. Merci beaucoup. Simon, c'est à vous. Simon Lacoste-Julien, je suis professeur à l'Université de Montréal dans le département d'informatique et je suis aussi directeur d'un laboratoire de Samsung d'intelligence artificielle qui se situe au sein des locaux de Mila, dans les laboratoires coopératifs de Mila. À temps partiel, donc une journée par semaine, je dirige cette équipe-là. Et je suis aussi membre cofondateur de Mila, directeur scientifique associé de Mila, et je fais de la recherche en apprentissage automatique, en mathématiques appliquées et en statistique.
Merci beaucoup. Shibel, à vous de jouer. Oui, moi aussi, je suis de DeepMind. Je gère l'équipe d'ingénierie de recherche à Montréal et à d'autres bureaux en Amérique du Nord. Et un peu comme Jürgen, j'apporte un point de vue d'immigrant. Je suis ici depuis 30 ans. Alors peut-être une plus grande partie de ma vie passée ici qu'autre part. Mais quand même, je suis né en Syrie. Et j'ai vécu aussi le parcours d'immigration. Alors, je trouve que c'est un point très intéressant. On va regarder aujourd'hui... Il manque Rémi. Ah, j'ai oublié. Il n'est pas sur la photo. Ma tablette a tourné et je l'ai fait disparaître. Il n'y a pas de problème. Mes excuses. Pas de souci. Rémi, Oui, donc, je vous en prie, présentez-vous. oui, donc Rémi Tachet, d'Ecombe, il y a une version longue. Je suis chercheur chez Microsoft Recherche Montréal. Peut-être un détail intéressant, c'est que le laboratoire a été formé après l'acquisition d'une start-up montréalaise par Microsoft qui s'appelait Malouba. Voilà, donc on est des transfuges. Enfin, personnellement, j'ai rejoint Microsoft après l'acquisition, mais à la base, c'était vraiment une start-up montréalaise. Et je travaille aussi voilà, donc, dans l'apprentissage profond, l'apprentissage par renforcement, un peu comme Marc. Alors, bien entendu, on parle beaucoup de la face brillante de l'intelligence artificielle et on va essayer d'explorer en quoi cette intelligence artificielle peut s'insérer dans ses effets dans la vie des Canadiens en général et des Québécois en particulier. Et aussi comment elle peut aider de façon beaucoup plus large, je dirais, l'humanité, puisqu'on va aborder les problèmes de la transition climatique. On sait que l'IA peut... Intuitivement, on entend parler de l'IA sur les transports, l'organisation, sur énormément de choses, de facettes de l'organisation de la société. Et aussi bien pour la gestion quotidienne que pour la prévision et puis l'organisation à court, moyen, voire long terme. Alors pour moi, le long terme, c'est 50 ans, pour simplifier. En sachant que plus le terme est long, plus l'incertitude est grande, pour simplifier. Mais il n'empêche que, à un moment donné, il faut savoir prévoir, organiser avec beaucoup d'anticipation. Et je pense que les entreprises, notamment du numérique, maintenant le font de plus en plus. Autant il y a un temps, elles étaient dans l'immédiateté, c'était le coût, et tandis que maintenant, on est en train de prévoir des nouvelles applications, des nouveaux usages, des nouvelles façons d'aborder les choses. Dans ma vie ancienne, on travaillait aussi sur ce genre de choses. Moi, le dernier contrat interne que j'ai signé pour donner des ordres de travail, c'était il y a 1 an et ça se terminait en 2043. Donc, bien sûr, avec tout, les gens, l'argent et tout, bien sûr, en 2043, tout sera faux. Mais, on le sait, mais au moins, on a une direction. Et si on dévie la direction, on sait pourquoi on le fait. Je pense que c'est un peu dans cet état d'esprit qu'il faut voir, non pas ces prévisions, mais ces prospectives. C'est-à-dire vraiment une prévision de Nostradamus, et puis la prospective qui est de dire, voilà, il y a un chemin qui va aller par là, et si ce chemin fonctionne, je le suis, s'il ne fonctionne pas, je changerai de chemin. On va aborder ces différents thèmes. Et donc, ce que je voulais demander à chacun d'entre vous, alors de façon un peu hasardeuse, c'est que peut apporter l'intelligence artificielle pour la société, d'après vous, dans vos vies personnelles ou bien dans votre ressenti professionnel ou dans votre ressenti personnel. Alors, j'ai commencé par Laurier, par exemple. OK. Bon, moi, je suis le plus excité. Je vais prendre la chance de dire merci à tous les enseignants et enseignantes. C'est la semaine des enseignants et enseignantes ici au Canada, je pense, au monde, je ne sais pas. Mais juste pour dire sur le thème, moi, je suis plus passionné par ce que l'intelligence artificielle peut faire pour l'éducation et la formation. Je veux dire formation parce que, comme je disais, les immigrants, ils doivent passer dans cet état d'apprendre le français, changer de domaine de travail et tout ça. Donc, ça, c'est des choses qui sont très importantes pour la population qui vient ici au Canada, au Québec. Et aussi, si l'IA fait de grands changements dans la façon dont on fait la formation, ça va aider et puis ça va faire que les chances qu'il reste ici, ça va être plus grand. Donc, c'est pour ça que je vais parler de tout ça. On le voit déjà. Une des choses avec la pandémie et avec l'éducation pendant les 2 ans passés, ça a bien marché. Donc, ça veut dire qu'on a fait les tests
de l'éducation à distance, on a fait les tests de l'éducation avec la technologie, mais je pense que ça va changer encore plus. Moi, je suis le plus excité de cours inversés. Je ne sais pas si vous êtes, si vous connaissez ou non, mais l'idée, c'est de faire tout à la maison. C'est pas les projets puis les problèmes qu'on résout. À la maison, c'est là où on écoute. C'est ce que les professeurs ont à dire. J'ai oublié les mots pour ça, mais c'est-à-dire, là, quand on rentre, puis on voit les collègues, puis on voit les professeurs, puis les instructeurs, c'est là-bas qu'il faut faire la pratique. C'est là-bas qu'on peut prendre le temps pour être sûr qu'on comprend bien, et non pas à la maison où tu es toute seule ou avec quelqu'un d'autre. Donc, pour inverser ça, on a besoin de la technologie, puis l'intelligence artificielle et tout ce qu'on a vu pendant les dernières années, ça me donne beaucoup d'espoir que ça va bien marcher. Et que ça va faire, bien sûr, ça va faire une grande différence. On va dire que l'éducation, c'est très important ici ou dans le reste du monde, où on va voir d'autres sujets où je veux essayer de rappeler l'importance de mieux faire l'éducation. Et bien sûr, de réduire le stress pour les professeurs. Je trouve ça vraiment bizarre que même en 2022, on dit oh, merci, on apprécie les professeurs, mais à la fin de la journée, ils sont les plus stressés, un des jobs les plus stressés. Ma femme, elle est enseignante, donc je sais first-hand comment ça marche. Mais expérience personnelle. Expérience personnelle, puis je pense que c'est inacceptable. Puis, on doit faire en sorte d'utiliser l'intelligence artificielle pour faire leur travail beaucoup plus facile. Parce que l'argent, c'est sûr que si on ne l'a pas fait jusqu'à maintenant, je ne pense pas que ça va changer beaucoup dans les années qui suivent. Mais leur travail, ça peut changer beaucoup, puis il faut en profiter. Merci beaucoup pour ce témoignage très vivant. Alors, je vais passer à Rémi parce que je ne veux absolument pas l'oublier. Merci. Il n'est pas sur la photo et en plus, j'ai failli l'oublier. Je m'excuse. Donc, Rémi, c'est à vous. Oui, puis c'est bien de passer plutôt tôt, comme ça, toutes les idées n'ont pas été prises par les autres. Dans mon cas, moi, ce qui peut-être m'inspire le plus, c'est vraiment toutes les applications dans le domaine de la recherche scientifique. Il y a pas mal de papiers qui ont été publiés dans ces dernières années. Par exemple, récemment, donc DeepMind a étudié l'application de l'apprentissage par renforcement au contrôle des plasmas dans les réacteurs à fusion nucléaire. Et ça, je trouve ça quand même assez fascinant de se dire que l'intelligence artificielle peut accélérer la recherche scientifique et potentiellement ouvrir des horizons assez insoupçonnés. Il y a beaucoup d'autres exemples. Microsoft récemment a ouvert un nouveau laboratoire de recherche à Amsterdam où ils vont se concentrer sur ce qu'ils appellent la dynamique moléculaire. Et donc c'est vraiment cette idée que les réseaux profonds peuvent potentiellement prédire le comportement de nouvelles molécules, savoir leurs propriétés et potentiellement découvrir, par exemple, un catalyseur pour la production d'hydrogène ou ce genre de questions. Et ça, c'est quelque chose, moi je suis assez impatient de voir ce qui va en sortir dans les années qui viennent. Merci beaucoup. Alors, j'avais une question. Alors, c'est une question très naïve parce que quand j'étais petit, j'ai travaillé sur des projets spatiaux où on entraînait des singes, justement, avec un apprentissage par renforcement. Et on faisait aussi de la performance par renforcement. C'est-à-dire qu'on mesurait chaque fois qu'il y avait l'entraînement, et puis après, c'était voir dans une situation donnée comment est-ce que cet animal réagissait. Le renforcement, c'était soit un pellet de nourriture à la banane, soit un petit jus de pomme. En très petite quantité, parce qu'il ne faut pas qu'il soit rassasié. Et donc, est-ce que quand on parle d'apprentissage par renforcement, c'est quelque chose qui se rapproche de ça? Parce que là, c'était très pratique. Hein, il n'y avait pas d'intelligence artificielle. Hein, c'était j'ai réussi. Oui, bon, Marc est l'expert ici, mais oui, c'est exactement le même thème. C'est donner une petite récompense, soit positive ou négative, à l'intelligence artificielle, qui ensuite essaie de maximiser la somme, donc l'accumulation des récompenses qu'elle va recevoir, au cours de son. La récompense négative, alors c'était autre chose, mais là c'était des chocs électriques. Voilà, oui. Là c'est juste un moins 1. Limité, très, très doux, mais enfin. Là c'est juste un moins 1. Désagréable, et donc bien entendu on l'a arrêté parce que c'était pas. D'abord c'était un autre monde, un autre siècle, un autre tout ce que vous voulez. Et bien entendu, ce sont des choses qui ont été arrêtées et abandonnées. Bon, on va revenir là-dessus. Mais juste un point, le renforcement. Apprentissage par renforcement était inspiré de ces expériences-là.
de la psychologie. Oui, Et de cette humaine et inspiration-là, animale, on a oui. créé le modèle un peu algorithmique. D'accord, ben, on en parlera un peu plus loin. Alors, vous êtes au milieu, à vous de jouer. Oui, moi j'ai eu la chance en fait de participer à un exercice très intéressant, puis je vous invite à aller voir les travaux de ce groupe-là. C'est Chemin de transition à l'Université de Montréal, où il y a eu un groupe d'experts qui sont rassemblés puis qui ont travaillé sur comment est-ce que la transition écologique peut être accompagnée par la transition numérique. C'est un exercice de prospective. Et donc, d'aller voir dans 50 ans quels sont les avenirs qu'on souhaite et quels sont les avenirs qui sont réalisables. Et puis ensuite, on a fait l'exercice de réfléchir, mais quels sont les jalons qu'il va falloir atteindre pour que dans 50 ans, on accède à notre avenir, l'avenir souhaité. Et puis, c'était vraiment très intéressant parce qu'à la fois, le numérique et l'intelligence artificielle peuvent devenir des outils et des accompagnateurs pour nous aider dans une transition écologique, donc nous permettre de faire des meilleurs choix, nous permettre de réduire notre consommation, nous permettre de mieux comprendre notre environnement, de le mesurer, de développer, de choisir des formes énergétiques plus performantes et moins polluantes et tout ça, mais en même temps, la transformation numérique est également une menace pour la transition écologique. Donc, c'était de voir ces deux chemins-là qui se côtoyaient. Puis, je vous incite vraiment à aller voir l'exercice. Ça peut être un petit peu rebutant parce qu'on se dit, voyons donc, c'est comme c'est dans 50 ans, ça n'a pas de sens, tout ça. N'empêche que de réfléchir à ça puis d'y aller de façon réaliste, c'est qu'il y a des choses comme d'avoir une consommation raisonnable du numérique, aussi, ça fait partie de la réflexion. Donc, moi, ce qui m'anime beaucoup dans le futur de l'IA, c'est qu'on puisse faire ce type de réflexion-là où on pense transition écologique, transition numérique, main dans la main. On va en parler juste après. On va voir. Ah bon. Simon, oui. Oui, alors, il y a des choses qui ont déjà été dites dans ce qui m'anime, entre autres l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique appliqué à la modélisation scientifique. Je crois qu'il y a beaucoup de potentiel en termes de, par exemple, pour la modélisation de molécules pour développer des nouveaux médicaments. Ça a été très pertinent aussi avec le COVID pour développer de nouveaux vaccins. Aussi, on parle du changement climatique, comment bien modéliser le climat. Etc. Donc ça, c'est un truc, mais ça a déjà été mentionné. Donc, je vais mentionner quelque chose d'autre, qui est aussi la médecine personnalisée, que je crois qui est aussi un potentiel dans le futur qui est très prometteur, qui est de pouvoir utiliser, on va dire, les grandes données que l'apprentissage automatique peut gérer, plutôt qu'avoir des règles très simples, comme prendre tel médicament si tu as... plus de 20 ans et tu fais de la haute pression, voici tel médicament, on peut avoir des traitements qui seraient beaucoup plus adaptés selon votre passé, selon l'information sur votre ADN, etc., qui permettraient d'avoir des traitements beaucoup plus efficaces et puis améliorer la vie des gens, évidemment. il n'y a plus que Marc et Chibol. Chibol, allez. Alors, en fait, je vais prendre des thèmes qui ont tous été déjà mentionnés, mais je pense qu'ils vont affecter les Canadiens le plus rapidement possible. C'est le changement climatique, la santé et l'éducation. Et dans les trois thèmes, il y aura des changements fondamentaux qui vont venir peut-être dans des décennies. Mais je pense au plus court terme, c'est l'optimisation des ressources. Alors, ce n'est pas, par exemple, dans le domaine de l'éducation, ce n'est pas avoir un professeur qui est l'intelligence artificielle, plus utiliser l'intelligence artificielle pour optimiser où le professeur doit mettre ses efforts. Alors, peut-être essayer de mieux comprendre chaque étudiant, voir où sont les faiblesses, et là, diriger le professeur à dire, OK, il y a une faiblesse dans cette section pour ce groupe d'étudiants, et là, le professeur peut savoir où dépenser son énergie. Et dans d'autres parties, peut-être, tout le monde est bon, alors le professeur peut aller plus rapidement. La même chose pour la médecine. On passe beaucoup de temps. Je trouve que les médecins, comme les professeurs, les médecins sont très stressés. On va les voir, ils doivent te passer très, très rapidement parce qu'ils ont plein de demandes sur eux. Et
ils ont des cas où quelqu'un est en train de mourir et une autre personne qui a un rhume. Et ils sont traités plus ou moins la machine médicale au Québec parce qu'on n'a pas les outils. Rendre tout le monde par un filtre, et là, tout le monde est filtré par des humains, et à la fin, ils sont passés à l'expert. Et quand tu as accès à l'expert, tu as une expérience qui est peut-être une des meilleures au monde au Québec. Mais pour arriver à l'expert, il y a plein de problèmes. Et je pense que peut-être beaucoup de temps des experts est perdu sur des tâches qu'ils n'ont pas besoin de faire. Alors, vraiment diriger les ressources dans la bonne place pour utiliser l'humain au maximum. La même chose pour le changement climatique. Peut-être à long terme, on va faire de la fusion plus intelligente ou des trucs comme ça. Mais à court terme, juste améliorer la logistique peut réduire beaucoup notre consommation sans qu'on consomme moins, ni qu'on change nos sources d'énergie, deux choses qui sont très importantes, mais qu'on fait ce qu'on fait aujourd'hui plus intelligemment. On va perdre moins de choses en route, on va optimiser le routage des camions, on va faire des choses à ce niveau-là qui vont nous donner des avantages à court terme, qui peuvent être d'assez grands, je pense. On peut sauver 10 à 20 à 30% de notre énergie juste en optimisant les logistiques qui sont entourées de la production. Merci. Alors, je vais y aller. En termes de calcul, qu'est-ce qu'on va avoir de disponible dans 30 ans? Ça ne se compare pas à ce qu'on a aujourd'hui. Donc, on peut poser la question, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire en termes d'IA, en termes d'informatique, en termes de technologie, avec la puissance de calcul qu'on pourrait avoir dans 30 ans? Et moi, personnellement, ce que j'aimerais beaucoup voir arriver, c'est vraiment que chaque personne, on puisse pallier un peu, qu'on puisse monter le niveau, un peu comme au niveau de l'éducation, qu'on puisse monter le niveau de tout le monde, que tout le monde ait un meilleur accès, que ce soit à l'éducation, mais ça peut être aussi, par exemple, très personnellement, j'ai un ami qui est aveugle. Est-ce qu'on pourrait se servir de l'IA pour lui redonner la vue ou comme tel, ou quelque chose d'équivalent? Et je pense que si on regarde 30 ans dans le futur, c'est facile d'imaginer qu'on va avoir ces ressources-là, ces capacités-là pour le faire. Maintenant, la question, c'est sur le court terme, comment est-ce qu'on avance dans cette direction-là? Évidemment, on ne sait pas ce qui va se passer dans le futur, donc on fait des essais, puis on voit. Voilà. Bien, merci beaucoup. Donc, cette vision très diversifiée, mais en fait relativement homogène et optimiste sur toute cette face brillante de l'IA. Est-ce qu'il y a une face cachée à l'IA? Est-ce qu'il y a une face moins brillante? Cachée? Non, je pense qu'elle n'est pas cachée du tout, mais elle est moins brillante. Sombre. C'est pas la face cachée de la Lune qu'on ne peut pas voir de la Terre, c'est la face sombre d'une planète qui n'est pas exposée au Soleil. Mais moi, j'avais pensé que c'est peut-être pas nécessairement l'IA qui est la face sombre, mais c'est plutôt nous. Comment est-ce qu'on va l'utiliser? Comment on va tirer profit de la puissance de calcul qui s'en vient? Autant on peut faire le bien, autant on peut faire le mal. Alors, est-ce qu'on va être capable d'évoluer comme société pour être capable de tirer profit de façon positive de tout ce qui est en train de se développer, de tout ce qui devient disponible comme capacité? C'est peut-être ça, pour moi, c'est ça le côté sombre de l'IA. Donc, il faut savoir que les modèles qu'on entraîne utilisent les données qui sont à la disposition du modèle. Et en particulier, ces données vont contenir les biais et les préjudices qui sont présents dans la société parce qu'elles sont collectées à partir de nos données. Et donc, le modèle a tendance à reproduire ces mêmes biais, ces mêmes préjudices. Et c'est une question de recherche qui est assez profonde et très difficile à étudier et à comprendre. Comment éviter que le modèle reproduise des biais qui existent déjà et potentiellement les renforce pour les années à venir. Ça, je pense que c'est une des faces cachées, face sombre, face noire, négative. Ouais. Moi, je viens originairement de la Syrie. Et quand j'étais jeune, je me rappelle quand on parlait au téléphone, des fois, il y avait quelqu'un qui rentrait sur la ligne, on ne savait pas c'est qui, mais qui peut-être allait prendre des notes de ce qu'on est en train de dire. Et ça se faisait d'une façon très artisanale, pas juste en Syrie, mais dans tous les pays où il y avait une dictature, et même dans les pays où il n'y a pas de dictature pour des raisons de sécurité. Et c'était artisanal. Alors, ça, quand même, on pouvait contourner ça avec des méthodes un peu plus intelligentes. Maintenant, avec le IaaS, une des choses qui m'inquiète, c'est pouvoir avoir toutes ces données-là dans une place et avoir toute la capacité scientifique qu'un État peut développer pour contrôler sa population. Je pense que dans les États où on a une démocratie, c'est un risque beaucoup moindre, mais il faut quand même être sûr, de protéger notre démocratie, et deuxièmement,
d'être sûr que même dans un État démocratique, on n'est pas en train de surveiller des gens qu'on n'aime pas. Démocratiquement, on ne les aime pas. Mais surtout dans les États où il n'y a pas de démocratie, le risque qui existe, c'est que l'IA permet à ces États-là de maintenir la situation où elle ne permet pas à la population de faire certaines choses à cause du contrôle des données et à cause de la capacité centralisée du traitement qu'ils peuvent avoir. Moi, je voulais mentionner deux aspects. Un qui est en lien avec ce que Shebel dit, qui est en fait la puissance des outils. Grâce à l'IA, on va dire ça donne beaucoup de puissance à avoir accès à ces outils-là, ce qui permet justement à un État dictatorial d'être encore plus dictatorial, où on pense aussi aussi juste les phénomènes d'influence par les réseaux sociaux maintenant qui interviennent dans certains pays. Et donc ça, c'est un des aspects. L'autre aspect, moi, j'aime bien présenter l'intelligence artificielle comme dans la continuité de la numérisation, que la technologie devient de plus en plus aussi performante et aussi impliquée dans nos vies. Donc maintenant, avec nos téléphones, on fait de la reconnaissance vocale, donc on a des interfaces directes avec des applications d'intelligence artificielle, ce qui fait qu'étant donné que les humains interagissent directement avec ces outils automatiques, la question de robustesse des outils devient très, très importante. Et donc, la question des biais, déjà, c'est qui est mentionné, qui fait que des fois, ces outils pourraient être biaisés comme des humains, mais bon, quand c'est automatique, c'est aussi problématique. Mais aussi, juste, il y aurait un problème des fois que dans des situations critiques, on ne veut pas que l'ordinateur se plante. Et en fait, en ce moment, les outils qu'on a développés ont cette particularité qu'ils ne sont pas très robustes. On change un peu la situation et tout d'un coup, ça ne performe pas très bien. Et donc, ça, c'est quand même important que c'est un sujet de recherche très pertinent de nos jours de comment améliorer la robustesse de ces systèmes-là. Alors, c'est un débat qu'on avait eu avec les astronautes, à la table ronde des astronautes, sur le rôle de l'IA dans des situations à risque. Il y a des situations où l'homme n'a matériellement pas le temps d'intervenir. Donc, ce n'est pas l'IA contre l'intelligence humaine, c'est l'IA contre l'automatisme. L'automatisme, c'est il y a un signal, pof, je coupe. Ou je déclenche une série d'actions parce que ce signal est arrivé. Je prends un exemple simple. Quand des fusées décollent, il y a un moteur à comburant liquide et puis il y a 2 boosters à poudre. Quand le booster est allumé, on ne peut pas l'éteindre. Dès l'instant où il a commencé, ça ne peut pas s'éteindre. Donc, on allume le booster quand on a vérifié que la puissance délivrée par le moteur central était bonne. Donc ça, c'est un seul facteur. Si on a la mauvaise mesure, on coupe. La mauvaise mesure, ça peut être une panne du capteur, ça arrive. Ça peut être une mauvaise transmission, ou ça peut être un vrai problème que la mesure est bonne. Mais on s'en fiche. Automatique, ça coupe. Si on met de l'intelligence artificielle, est-ce qu'on va lui faire confiance? C'est un peu le problème. Et là, ce n'est pas un débat intelligence humaine, comme on l'évoque en médecine, mais c'est l'automatisme de l'ingénieur et l'intelligence de l'informaticien. Mais c'est quand même l'humain, parce que comme vous dites, c'est un algorithme qui est fait par un humain, qui est vérifié par un humain, versus un autre qui est fait par des données. C'est les données qui génèrent l'algorithme. C'est même pas un algorithme, c'est un automatisme. C'est une série de procédures. J'ai un truc, je coupe, la pompe. Mais pour vulgariser, ce que tu appelles un automatisme, c'est juste des règles qui ont été décidées par des ingénieurs qui sont assez simples, mais l'intelligence artificielle, c'est juste des règles un peu plus compliquées qui, des fois, ont été designées par des ingénieurs et des fois qui ont été apprises avec des données. Mais... La durée entre le moment où le capteur est actif et la décision est prise, c'est 3 secondes. Alors, je sais qu'en informatique, on parle de nanosecondes, etc. Quand on parle de logiciels d'intelligence artificielle, de calcul, le temps peut être même plus compliqué. Alors, justement, est-ce qu'il y a un problème de gestion du temps d'intelligence artificielle, de ce genre de choses? Est-ce qu'on est capable de spécifier un temps précis ou pas? Je pense que le problème, c'est que la règle simple, un humain peut la vérifier puis dire « moi, je confirme, soit mathématiquement ou pas ». Quand on obtient une règle compliquée que plus personne ne peut vérifier les règles qui sont produites, qu'est-ce qu'on fait? Mais je pense que ça, c'est tout un pan de recherche actuellement. Moi, j'ai même un projet en génomique où exactement on pose cette question-là de dire
OK, le modèle est très bon, mais pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'il prend cette décision-là? Puis, je pense que ça va rester d'actualité pendant plusieurs années. Peut-être qu'il faudra mettre en place des balises, un autre système de régulation pour dire à quel moment est-ce qu'on certifie que cette IA-là peut, par exemple, gérer le booster. Le problème de la certification. Oui, allez-y, Rémi. Oui, une question peut-être pour tout le monde, pour moi, je n'ai pas la réponse. C'est est-ce que je préfère un système IA qui ne peut pas m'expliquer pourquoi il a pris la décision, mais qui a raison 99% du temps, ou un humain qui est capable de me dire « Ok, bah, je sais, c'est pour ça que j'ai pris cette décision-là, mais qui a tort 10% du temps ». Et moi, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on préfère? Je pense qu'on a tous un biais, pour l'instant, contre l'intelligence artificielle, et on préfère l'humain, évidemment. Mais peut-être que dans 50 ans, tout le monde dira « Non, je n'écoute pas les humains, moi j'écoute que l'intelligence artificielle ». Mais un problème, c'est qu'en ce moment, on n'est pas capable de certifier que c'est 99% du temps vraiment qui sont vrais. C'est peut-être que dans leur simulation au labo, ils ont vu 99%, mais là, tu le mets le système in the wild et tout d'un coup, ça devient peut-être 10%. Oui, non, ça c'est sûr. C'est de bâtir la confiance entre l'algorithme et l'humain, comme par exemple, on a bâti la confiance ou pas entre le médecin et son patient. Donc, on a fait des universités, ils ont des diplômes, ils mettent leurs diplômes sur le mur. Ils ont fait, c'est un peu on va devoir passer par ce même processus-là. Par quoi on veut faire passer, par quoi on veut faire certifier l'algorithme pour avoir confiance. Donc, et on est au début de ça, au tout début. Ils ne passent pas un doctorat, hein, les logiciels d'informatique, d'intelligence artificielle, pardon, ils ne passent pas de doctorat, quoi. Il n'y a pas d'examen. Et c'est le problème de la certification générale. On a complètement écarté de ce qu'on avait prévu, mais c'est justement ce qui est intéressant. C'est un côté je pense, hein. Peut-être. Voilà. Et je pense que c'est important, cet aspect... mais l'automatisme, c'est basé sur l'expérience, le calcul, c'est quelque chose de rigoureux. Et c'est pas de choisir. Et le problème, c'est une action vitale. C'est pas choisir si je vais manger des patates ou des haricots verts. Ça, c'est pas vital. C'est je lance et je suis mort parce que ça marche pas, ou je dépense 200 millions de dollars parce que ça reste je recommence à zéro et je vais relancer dans 3 semaines. Et là, c'est vraiment un calcul, c'est vraiment des décisions vitales. C'est la roulette russe. Alors même si on a une roulette russe avec 1 million de trous et il n'y a qu'une balle, on n'a pas forcément envie de jouer avec une chance sur 1 million. C'est un peu là. Oui. Et le problème de l'intelligence artificielle, c'est que on rentre dans un domaine qui est beaucoup plus probabiliste. Je dirais que pour moi, l'automatisme, c'est 100%. De toute façon, dès qu'il y a un doute, ça s'arrête. Il n'y a pas de calcul, il n'y a pas de raisonnement, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de... on a des chaînes qui sont... Et ce sont les chaînes qui sont redondées, voire même qui sont triplées, pour être sûr que là, c'est vital. Je crois que c'est une différence importante. Ben, voilà. Il y a deux domaines de recherche où je pense qu'on est toujours au début, qui peuvent rentrer dans ce genre de problématique. Le premier, c'est qu'on utilise le IA, mais au lieu que le IA donne une boîte noire, il sort une boîte blanche, dans le sens que le IA sort une liste d'étapes qui peuvent être vérifiées par des experts, mais ces étapes-là peut-être sont peut-être mieux que ce que l'expert aurait créé lui-même. Et là, on a un peu le meilleur des deux mondes. On n'a pas encore cette technologie-là. C'est un domaine de recherche où il y a plein de personnes qui travaillent. L'autre aspect, c'est actuellement, beaucoup de nos modèles sont faits sur... on essaie de calculer, sur l'exemple de données qu'on a, comment on va performer. Maintenant, certainement, l'humain est un peu mieux dans le sens que l'humain, il peut prévoir des choses qui ne sont pas là encore. Et alors, avoir un genre de IA qui sait qu'il y a certaines situations qui sont très catastrophiques, alors même si probabilistiquement ça vaut la peine, mais la catastrophe est tellement grande que tu dois l'éviter à tout point. Alors, il y a aussi... c'est tout un champ de recherche aussi, c'est un peu un AI, safe AI dans le sens, où il va éviter les choses qui sont risquées, même si le calcul montre que, ah oui, peut-être c'est un bon risque. Mais si c'est risqué, il va s'éloigner beaucoup plus que... C'est le calcul des risques. Hein, exactement, oui. Est-ce qu'il y aurait une question dans la salle sur ce thème, justement, dont nous venons de discuter? Peut-être on peut poser la question si des gens ont une opinion sur c'est quoi le domaine qui peut aider la société, où AI peut intervenir. Ah, ça, c'est la question. Si quelqu'un dans la salle a une opinion. Ah, voilà. Alors, il y a une question. Marie-Josée Montpetit, je travaille avec une start-up ici à Montréal que Shibboleth connaît très bien, qui s'appelle Ferme d'hiver.
Et en fait, un truc où l'IA peut aider beaucoup la planète, c'est justement en gérant toutes les questions d'agriculture et de croissance des plantes. Et tout, vous avez parlé de l'environnement. Donc, justement, l'agriculture, c'est un énorme problème au niveau de l'environnement, consommation des ressources en énergie et tout. Et je pense que l'intelligence artificielle peut faire une grosse différence. Et j'espère que notre projet va le montrer. Mais je pense que ça pourrait être, surtout dans les villes aussi, ça peut être quelque chose de bien important. Je peux juste faire un commentaire. Je connais très bien l'entreprise de Marie-Josée et ce qu'ils font est vraiment merveilleux. Et c'est un exemple de l'usage de l'IA qui va améliorer notre vie quotidienne. Ils ont trouvé une façon de faire grandir les fraises dans des conditions québécoises, mais pendant toute l'année. Et ils font ça avec de l'intelligence artificielle. Ils mesurent tous les aspects qui font que la fraise grandit d'une façon délicieuse. Et ils essaient d'optimiser pour ça. Alors, je ne sais pas si c'est techniquement du reinforcement learning, mais c'est quelque chose qui rentre dans le domaine du reinforcement learning. Et c'est vraiment merveilleux. J'ai visité leur champ de fraises dans un sens robotisé et c'est très, très merveilleux. Et tu as goûté les fraises? J'ai goûté les fraises, j'ai amené à la maison. C'était une belle expérience. Ouais. Mais une question pour toi, Chibil, par rapport à ça. Question très candide. Oui. C'est quoi la proportion de l'impact de l'IA là-dedans par rapport aux autres technologies qu'on n'appellerait pas intelligence artificielle? Par exemple, qu'on a des meilleurs matériaux, qu'on a des meilleurs quoi que ce soit. Il y a beaucoup de choses qui sont possibles aujourd'hui qui n'étaient pas possibles avant, comme des systèmes d'hydration, des systèmes même des systèmes physiques, comment monter le champ de fraises qui est vertical en passant. Mais le IA joue un rôle important. Supposons qu'on n'avait pas l'apprentissage profond, peut-être on aurait pu faire la même chose avec des statistiques, mais je considère ça quand même de l'apprentissage des données. Alors c'est du machine learning parce qu'on prend des données, avec les données on prend des décisions, et je pense que c'est un facteur nécessaire pour la réussite du projet. Il y a d'autres facteurs, comme les matériaux et tout ça, mais quand tu amènes tous ces facteurs-là, tu ajoutes l'apprentissage des données, ça permet à ce projet d'exister. Donc l'IA nous permet de construire un système qui est beaucoup plus complexe, qu'on ne pourrait pas optimiser de manière manuelle, mais en regardant les données, on peut dire, voilà, ça c'est l'angle optimal de croissance, peut-être qui nous rend compétitifs par rapport aux autres producteurs de fraises, par exemple. C'est ça. Supposons qu'on a des composantes robotiques qu'on met, par exemple, une composante qui nous permet d'arroser les plantes. Si c'est contrôlé et c'est des micro-arroseurs. Alors, si c'est en tant qu'humain, ça prendra beaucoup d'énergie humaine pour les contrôler un par un. Alors, ces technologies-là, sans l'intelligence, sans un système intelligent, ne sera pas aussi utilisable qu'avec un système intelligent. Alors, c'est le mélange des deux. Oui, c'est l'arrosage pied par pied, en fait, qu'on peut capter par un système soit de spectrométrie, soit... Il y a des systèmes de capteurs au niveau des feuilles, d'épaisseur de feuilles, de dureté. Simplement, un système de force qui mesure la force et qui dit là, il faut rajouter un tout petit peu d'eau. Et donc, au niveau de la racine, parce que c'est là qu'il faut rajouter au bon moment la quantité d'eau nécessaire, et ça se mesure avec une latence de quelques heures, de 3 heures ou 4 heures, etc. Donc, effectivement, c'est des systèmes qui sont... Maintenant, est-ce qu'il faut manger des fraises en hiver? Ça, c'est une autre question. Je vais juste rajouter que ça illustre, ce genre d'application-là, ça illustre quand même un peu le potentiel transformateur de ces techniques-là dans plein d'industries, qui est juste avoir une approche beaucoup plus data-driven, qui est on peut mesurer, on peut essayer de faire des décisions de manière plus intelligente, automatique, à faible coût, pour pouvoir améliorer la robustesse du système, la performance, etc. C'est partout dans l'industrie. Il y avait une autre question dans la salle. L'autre question, oui. Je vous en prie. Allez-y, prenez le micro ou parlez dans le micro sans le prendre à la main. Allô? OK, parfait. Moi, j'ai une question un petit peu plus sombre. Je suis désolé de changer l'ambiance, mais on avait parlé du côté sombre de l'humain et de l'intelligence artificielle, puis notamment le domaine militaire. Je pense que c'est quelque chose qui va sortir beaucoup, dont l'utilisation des armes automatiques, des tourelles qui pourraient cibler des humains ou même des drones qui pourraient lancer des bombes sans l'autorisation d'un humain. Puis ça, c'est une question plus éthique que d'autres choses, selon moi. Qu'est-ce qu'on devrait... je ne sais pas donner de réponse là-dessus. Mais je me demandais, si on vous demandait à vous de produire ou d'un algorithme qui permettrait d'utiliser ces genres d'utilisation de l'intelligence artificielle, qui dit oui et c'est quoi leur...
peux pas dire, c'est quoi leur... Ce qu'ils disent, si je le fais pas, il y a un autre qui va le faire, donc je suis mieux de le faire pour que mon pays en profite. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que, genre, c'est quoi, pourquoi et c'est quoi leurs excuses, si je peux me permettre, ou leurs arguments? Méchante question, ça. Moi, je peux répondre. J'ai participé il y a quelques années aussi à une pétition pour l'interdiction des armes autonomes létales. D'ailleurs, j'avais été interviewé là-dessus sur Radio-Canada. Puis en fait, heureusement pour nous, d'un certain côté, on n'a pas nécessairement besoin de prendre une décision parce que les outils existent déjà pour faire ce genre de truc-là. Donc, il y a déjà des outils assez simples de base sont déjà disponibles, puis ça existe déjà, les armes autonomes létales. Donc, on n'a pas besoin. Donc, les algorithmes qu'on développe ne sont pas nécessairement trucs, mais c'est sûr que c'est important d'un point de vue politique. Je pense qu'il y a des contrôles. Et du même fait qu'on était leader mondial au Canada pour interdire les mines antipersonnelles, je pense que c'est le traité d'Ottawa de 1996, c'est un truc comme ça. Je pense que c'est la même chose. Il faut avoir un leadership politique pour que les États s'engagent à ne pas utiliser ce genre d'outils-là. Mais c'est plus vraiment des questions techniques à ce moment-là, je crois. Est-ce qu'il y a actuellement une législation internationale sur l'intelligence artificielle? C'est une question un peu naïve. Est-ce qu'on a déjà quelque chose? Il y a la déclaration de Montréal, mais qui n'est pas une déclaration, je dirais, des Nations Unies, par exemple. Mais où est-ce qu'on en est de ce côté-là? En fait, je ne pense pas qu'il y a quelque chose, mais je ne sais pas si d'autres... Il y a des choses qui se font au niveau des données. Donc, beaucoup pour encadrer tout ce qui est données personnelles et tout ça. Mais il y a énormément de discussions qui se font. Comment encadrer l'intelligence artificielle? C'est vraiment une grosse question. Il y a différents éléments. J'essaie de trouver les termes en français. La responsabilité aussi. Qui l'écrit, qui l'utilise, donc, il y a tous ces éléments-là qui sont encore méconnus, mais c'est clair qu'il y a énormément de discussions pour les États, puis il va falloir que ce soit encadré. Certaines entreprises militent pour justement un encadrement de l'intelligence artificielle pour justement que le plus tôt possible, un cadre soit présent pour qu'on sache comment est-ce qu'on peut développer, quelles vont être les contraintes, quelles vont être les méthodes d'amener la confiance dans les algorithmes puis les confiances dans les méthodologies. Mais c'est encore, je dirais, c'est pas encore très mature comme conversation, malheureusement. Je sais qu'en Europe, il y a l'Union européenne prend des positions sur l'utilisation des données personnelles, qui est le biais pour rentrer dans ce domaine, puisque les données du climat, on va s'en servir. Et elle agit aussi pour que les données, je dirais, d'environnementales, par exemple, soient le plus publiques et le plus partagées possible, pour permettre à toutes les équipes de recherche, aux citoyens en général, mais aux équipes de recherche qui en ont les moyens, de travailler. Donc, je sais que de ce côté-là, alors, je suis européen, je suis en France, mais je suis ça d'assez loin, mais je m'aperçois quand même qu'il y a vraiment une volonté politique d'un groupe d'États important, 29 États, pour justement assurer, disons, une certaine régulation du système par la loi en Europe. Et on essaye d'imposer cette loi, bien entendu, aux entreprises qui viennent travailler en Europe, surtout les entreprises internationales. Donc, je ne sais pas si au Canada, il y a des tendances ou pas. Vous devez être au courant. Je pense qu'il y a des choses qui se développent dans ce sens-là ou pas. Clairement, pour la protection des données individuelles, il y a des politiques qui sont proches de la politique européenne, qui se développent dans plusieurs pays. Mais du côté IA, je pense que la déclaration de Montréal, c'est la plus avancée que je connaisse dans ce domaine-là. Mais c'est toujours quelque chose qui est adopté d'une façon très volontaire par des personnes qui disent « moi, j'accepte cette déclaration-là ». Alors, ça n'a pas passé du niveau de réflexion au niveau de l'action politique. C'est un code de bonne conduite entre chercheurs et entrepreneurs, entreprises et chercheurs, plus qu'une réglementation, une législation ou un accord international. Il y a des accords qui sont moins contraignants, mais qui donnent un cadre quand même et qui permettent aux gens de dire c'est pas bien ou c'est bien. Voilà. Et je pense que c'est un processus naturel, que c'est quelque chose de nouveau. Alors, il y a des actes qui vont être posés, comme la Déclaration de Montréal, qui permettent la discussion de commencer. Voilà. Mais cette discussion va prendre
des années pour arriver à un point où on peut découpler les choses qu'il faut mettre dans la loi versus les choses qu'il faut faire d'une façon volontaire, des choses où on met de la pression, mais on ne les met pas dans la loi. Alors, il y a peut-être 3 catégories. En passant, j'ai oublié le nom de l'organisation, mais je me rappelle qu'il y avait une organisation, je pense que c'est l'Observatoire IA Québec, je ne sais pas, un truc comme ça, qui est un regroupement de plusieurs universités, entre autres, mais aussi de... C'est l'Obvia, non? Je ne sais pas, mais leur rôle, c'était entre autres de ça, de passer de la Déclaration de Montréal pour une intelligence artificielle responsable et de le rendre implémentable avec des politiques, des réglementations internationales, etc., etc. Donc, eux, ils s'occupent de ça. Mais je pense qu'un défi, ça va être qu'un peu comme justement, on peut passer de l'automatisme physique à quelque chose de très compliqué. On va avoir un spectre de décision avec plus ou moins d'autonomie de la part de l'IA. Donc, si on laisse un humain dans la boucle, par exemple, est-ce qu'on a besoin du même type de régulation que si on n'a vraiment personne dans la boucle? Ça, je pense que ça va être des questions intéressantes à gérer aussi. À quel moment est-ce qu'on se met à faire la distinction? Oui, non, mais... Bien. Donc, on est parti tout à fait à côté de ce qui avait été préparé, mais on va y revenir avec notamment l'IA et le changement climatique, avec 2 aspects de l'intelligence artificielle, qui est d'une part son aspect hyper consommateur d'énergie. Donc, est-ce qu'elle contribue au réchauffement climatique, justement, et sa popularité, d'une part, et les besoins qu'elle en a. Donc là, je vais demander votre avis. Et d'un autre côté, est-ce que, indépendamment de ça, elle peut nous donner des outils pour aider à la transition? Donc on va commencer par le premier aspect, l'IA, industrie lourde au Québec, avec des serveurs partout. C'est bien ou c'est pas bien? Ça peut se faire, ça peut pas se faire. Est-ce que c'est pas un peu aussi une face cachée, une face sombre de cet aspect-là? Oui, je peux. Oui, c'est sûr que c'est quelque chose qui est arrivé dans le spotlight un peu au cours de ces dernières années. C'est vraiment la consommation énergétique de l'entraînement et du déploiement de tous ces modèles. Il faut savoir que le modèle de langue le plus récent a presque 500 milliards de paramètres. Bon, je ne sais pas à quel point vous vous rendez compte, mais c'est assez énorme. Et consomme combien? Ouf. Alors, donc, ça va consommer, pour l'entraînement en entier, ça va consommer l'équivalent de les émissions de CO2, donc la consommation d'énergie de produire 5 voitures et de l'utiliser pendant sa vie entière. Donc c'est 5 voitures et donc essence inclus. Et ça, c'est juste un modèle de langue qu'un chercheur comme moi, par exemple, je pourrais demain prendre des serveurs de Microsoft et entraîner ça. Et je fais un clic et c'est parti. Et ça, c'est quelque chose qui récemment, et donc les gens paient de plus en plus attention à ça, mais ce n'est pas encore très bien mesuré et ce n'est pas encore très bien contrôlé. Et je pense que c'est clairement quelque chose où on peut tous progresser, mais en tout cas dans les grandes entreprises. C'est vrai que c'est... Et le problème, c'est que voilà, donc ce genre d'objectif d'avoir des modèles de plus en plus performants, de plus en plus gros, comme Marc disait, c'est vrai que les quantités de calcul dépensées pour entraîner ces modèles explosent exponentiellement. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui va à l'encontre peut-être de la stratégie marketing et du revenu, du business model des grosses entreprises. Donc il y a vraiment une tension entre les deux là, qui est, je pense, très, très difficile à résoudre. Et oui, comme vous le dites, c'est une face cachée de l'IA qui a... Mais avant que les gens se mettent à paniquer aussi, il faut mentionner que ces modèles-là, on les entraîne une fois, et ensuite on peut les réutiliser. Ce n'est pas à chaque fois qu'on les utilise qu'on brûle. Après, il y a la question de l'inférence. Donc, voilà, donc cet entraînement qui est équivalent à 5 voitures, après, le modèle est déployé, et à chaque fois que je fais une recherche Google, il y a un serveur qui va utiliser un modèle comme ça pour essayer de compléter la recherche, et ensuite de faire la recherche. Et ça, voilà, c'est juste une recherche. Bon, on se dit c'est pas grand-chose, mais il y en a peut-être 3,5 milliards par jour de recherche sur Google. Et quand ça s'accumule, ça devient l'équivalent de la consommation d'une ville de plusieurs dizaines de milliers d'habitants, au minimum, juste pour une recherche Google. Je ne répondrai pas à cette question spécifiquement, mais en même temps, moi, je reste optimiste dans la mesure où, si on pense au cerveau humain, le cerveau humain, c'est quoi? C'est 100 watts, je crois, qu'on consomme. La consommation énergétique du cerveau humain est incroyablement petite par rapport à ce que les ordinateurs aujourd'hui, oublions l'IA, mais les ordinateurs de manière générale consomment. Moi, ce que j'espère, c'est qu'on fasse plus de recherches dans la direction de comprendre comment est-ce qu'on peut faire des calculs de manière efficace. Oui, on aura peut-être encore des très grands centres de calcul pour certains types de calculs, mais pour le quotidien, ce qu'on va faire avec notre téléphone cellulaire ou avec l'ordinateur à la maison, on espère
pouvoir réduire ça à une consommation beaucoup plus faible. Et je pense que ça va se faire naturellement. Ce ne serait pas mauvais aussi, on parle de sobriété numérique, d'aussi devenir plus conscient de nos gestes de consommation numérique comme on devient conscient de nos gestes de consommation physique. Parce que c'est quelque chose qu'on n'est pas conscient là, quand on regarde des vidéos de chats toute la nuit. Alors, c'est un exemple que j'avais pris déjà et qui est un problème réel d'entreprise dans laquelle je travaillais au CNES. On avait un problème de données et on a toujours un problème de données simplement parce qu'on a le logo de l'entreprise dans toutes les signatures. Et que même quand on communique avec notre voisin de bureau, qui est deux portes à côté, on envoie la signature avec le logo. Alors, c'est rien. On est 2400 personnes dans l'entreprise. On a 8000 ordinateurs, parce qu'il y a des ordinateurs techniques, etc. Si on fait le calcul de l'échange massif... Alors avant, on faisait 14 millions de pages par an. On est descendu à 6. C'est déjà pas mal. Mais on a consommé énormément avec les mails, et notamment avec la messagerie. On consomme énormément avec des choses toutes simples. C'est de l'intelligence humaine de base. Ne pas mettre les logos, ne pas mettre la signature. Quand on envoie qu'il y a marqué Michel Viseau à cnes.fr, le gars d'à côté, il sait que je suis. Il n'y a pas besoin de mon numéro de téléphone. Donc voilà. Est-ce que l'IA serait capable de trier les mails et de supprimer systématiquement les signatures quand ce n'est pas nécessaire? Est-ce que ça serait une mesure intelligente qui pourrait aider à la transition écologique? Oui, alors non seulement il peut supprimer la signature, mais il peut le faire intelligemment que le consommateur ne voit pas que la signature a été supprimée, dans le sens que je vous envoie un premier email, la signature est envoyée. Mais quand je vous envoie un deuxième email, le système intelligent de réseautage peut savoir « Ah, Chibel a déjà reçu ça, je n'ai pas besoin de lui réenvoyer cette information. » Et là, il va la refaire sortir de ton système parce que l'information est déjà là. Et pour moi, c'est là où est l'utilisation du IA en général dans tout ce qui est changement climatique. C'est essayer de voir, parce que le consommateur, il a besoin de certaines choses. Maintenant, si on dit au consommateur ne consomme pas, ça c'est très bien, mais ça c'est à l'extérieur de l'IA, ça c'est le domaine de la sociologie. Maintenant, si les sociologues ne sont pas capables de convaincre le consommateur d'utiliser moins, l'économiste peut venir et peut taxer la chose, et là le consommateur peut réduire sa consommation. Maintenant, si l'économiste et le sociologue ne peuvent pas arriver à ce qu'on veut, là, l'IA peut venir à essayer de dire, OK, toi, tu insistes à avoir ta signature, tu es prêt à payer, même si on te taxe sur la signature, tu ne vas pas accepter, même si tu envoies plein de messages, n'utilise pas ta signature. Là, l'IA peut venir à faire passer ta signature, mais avec beaucoup moins d'usage d'énergie, de bande passante, de tout ce qui est comme ressources. Oui. Et pour moi, c'est ça la grande promesse de l'IA, c'est la réduction de l'usage d'une façon intelligente. Comme ça, l'humain ne sent pas la perte. Et est-ce que ça existe? Je pense que c'est quelque chose l'IA peut permettre à faire ça. Parce que c'est pas très compliqué. Mais je pense que des grands défis, souvent, d'appliquer, que ce soit l'IA ou une technologie quelconque, à ce genre de questions-là, c'est que ça demande quand même que quelqu'un prenne le temps de le faire. C'est vrai. Et c'est de motiver, même d'arriver à motiver les gens pour que quelqu'un s'assoie, écrive le programme. Ça peut être très simple comme programme. Celui-là, il est assez simple. Mais après ça, de dire, bon, il faut le programmer. Ensuite de ça, il faut le vendre aux entreprises. Après ça, il faut que les consommateurs soient contents. Donc, tout ce travail-là, parfois, on l'oublie. Mais je pense qu'on devrait aussi poser des questions. Comment est-ce qu'on peut simplifier ces systèmes-là, arriver plus rapidement de passer à l'idée, de l'idée justement au changement. Donc, voilà. Bon, ça, c'était un petit exemple, hein, mais très, très pratique. Peut-être pour aussi ramener le Québec dans la question, le calcul sur l'émission carbone était... ça dépend de la source d'énergie, évidemment. Puis ça, c'est un des avantages, on va dire, compétitifs du Québec, du fait que toute notre énergie, principalement d'hydroélectricité renouvelable, ne produit pas de carbone une fois que c'est déjà construit. Donc, déjà, si réduction des serveurs serait utile, mais si on mettait tous les serveurs au Québec, déjà, ça aiderait. Un autre élément aussi, c'est beaucoup d'énergie dans les serveurs. C'est pour la climatisation, parce que ça produit beaucoup de chaleur. Notre avantage avec notre hiver rigoureux québécois, ça peut aider aussi pour de réduire la consommation d'énergie. Enfin, on pourrait chauffer les maisons avec cette énergie-là. Non, les salles de serveurs, je sais que nous, on a été obligés de construire
pas d'énormes salles de serveurs, mais pour le CNES, au moins des salles de serveurs importantes pour traiter les données de Gaïa, un satellite qui détecte, qui mesure les planètes, les galaxies, etc., où on avait des quantités de données astronomiques au vrai sens du terme. Et donc, on a été obligé de construire des salles de serveurs. Et effectivement, on les a faites à Toulouse, parce que c'est là qu'est le cœur du centre spatial, qui n'est pas vraiment très froid comme milieu. Et on est obligé de les agrandir, de creuser pour les agrandir, et le coût de la climatisation dépasse le coût d'utilisation des données, largement. Et en fait, ça, c'est un exemple où l'IA a été effectivement utilisée. Alors, on a utilisé le renforcement, l'apprentissage par renforcement, pour améliorer l'usage de l'air air conditioning dans les salles de serveurs et réduire, j'ai oublié le pourcentage exact, on a pu réduire l'usage de l'énergie pour refroidir les salles de serveurs. Donc on a les deux faces de Janus. On a d'un côté une industrie lourde, qui est l'industrie de la donnée, qui consomme énormément d'énergie. Et quand on dit que quelque chose consomme de l'énergie, ça veut dire qu'elle libère énormément de chaleur. Pour simplifier, puisqu'on sait qu'on n'a pas encore optimisé tout à fait ça, exact. À part les LED là, qui font de la lumière avec très peu de chaleur. Et donc beaucoup d'énergie, ça veut dire beaucoup de chaleur. Donc on contribue au réchauffement climatique par deux choses. D'une part, parce qu'il faut éliminer cette chaleur, et d'autre part, par le fait qu'il faut produire l'énergie. Et alors, je vais être méchant avec le Québec, mais l'histoire de l'énergie renouvelable du Québec avec l'eau, c'est vrai, mais c'est pas tout à fait vrai. Parce que moi, je me rappelle être allé à Manic 5, donc, où il y avait un endroit pour le flottage du bois. Mais maintenant, le niveau du lac, il est 10 mètres, 20 mètres en dessous. C'est donc que c'est renouvelable, oui, mais pas entièrement. Et donc, et plus le réchauffement climatique risque de se produire, plus il risque d'y avoir, on est loin de la pénurie, mais une ressource moins abondante. Et je pense que là aussi, c'est sûr, on a fait une table ronde sur l'énergie, les gens sont... non, c'est Hydro-Québec, oui, il y a de l'eau. Oui, la pente existe toujours. Mais ce n'est pas si renouvelable que ça, et je crois que ça fait au moins 20 ans qu'il n'y a plus de flottage de bois. Pas parce qu'il n'y a pas de bois à flotter, simplement parce qu'il ne peut pas passer. Donc, et ça, je pense que c'est quelque chose, peut-être serait utile, qui pourrait inciter les Québécois à la parcimonie, parce que l'abondance n'incite pas généralement à la parcimonie. C'est pour ça qu'il y a des éoliennes qui commencent à être construites, justement, où on veut faire profiter de l'effet de pile de l'hydroélectricité pour pouvoir permettre au cours d'eau de se réalimenter pendant que les éoliennes fonctionnent. C'est comme si une pile était remplie, et puis à ce moment-là... Oui. Mais vous savez que dans le terme renouvelable, il y a une limite de temps qui est définie aussi. Quand on parle d'énergie renouvelable, je me souviens plus c'est quoi le temps, mais c'est aussi dans un temps, c'est pas infini. Donc, il y a aussi un cadre de temps. Il n'y a pas d'infini dans l'univers. On l'apprend sur beaucoup de choses. Donc, bon, on voit que le réchauffement climatique est un véritable sujet, et sur lequel on a beaucoup de choses à dire. On l'a juste abordé. Je voulais aborder donc un peu une question un peu différente, qui est en quoi, que ça soit sur le plan, je dirais, volontaire ou sur le plan conscient ou pas, les Canadiens qui habitent en ville, par rapport aux Canadiens qui habitent dans les campagnes un peu retirées, peuvent tirer bénéfice de l'IA, et qu'est-ce que vous pouvez leur apporter, qu'ils sachent que c'est de l'IA ou qu'ils ne le sachent pas, d'ailleurs. Il me semble qu'il y avait un volontaire qui... Mais en fait, moi, ce que je trouve intéressant à amener, c'est qu'avant qu'on se mette à parler des bénéfices de l'IA, je pense qu'il y a une numérisation une couverture de la numérisation plus complète qui doit être faite. Donc, il y a encore, je pense qu'en 2021, il y avait encore 250 000 ménages québécois qui n'avaient pas accès à Internet. Donc, c'est clair que quand on n'a pas accès à Internet haute vitesse, c'est plus difficile de bénéficier de l'intelligence artificielle. Il y a aussi la couverture satellite, pas satellite, mais la couverture... Cellulaire, merci, oui. Qui est pas complète. On a encore ce matin vu dans le journal
une jeune femme qui a eu la malchance d'avoir un accident de voiture sur une autoroute qui n'était pas couverte par le réseau cellulaire. Heureusement, elle s'en est sortie. Mais c'est encore des choses qui existent. Donc, je pense qu'une chose qui est à travailler, ville versus la campagne ou la forêt, même, il y en a beaucoup de forêts, ce serait peut-être d'avoir accès à de la numérisation, tout simplement. Donc, avant de bénéficier vraiment de l'intelligence artificielle. Et puis, on a parlé de l'agriculture tout à l'heure. Je pense qu'il y a l'endroit où on va retrouver dans les campagnes où il y a le plus grand impact de l'intelligence artificielle, c'est vraiment chez les fermiers qui l'utilisent énormément et il y a une pénurie de main-d'œuvre. Donc, il va y avoir des moissonneuses-batteuses automatiques où, normalement, on avait besoin de plusieurs personnes pour réussir à couvrir plusieurs champs. Bien, grâce à l'automatisation, à l'intelligence artificielle, bien, ils peuvent faire beaucoup mieux. C'est peut-être là vraiment où on va voir l'impact le plus, et probablement aussi en éducation. Oui, c'est comme l'aspirateur automatique qui fait dans le ménage chez vous. Mais quand même avec le fermier à bord. C'est dangereux, une moissonneuse-batteuse. Mais je pense qu'il y a quand même deux questions ici. Il y a la question de est-ce que ça va bénéficier, par exemple, l'agriculture, puis aussi est-ce que les gens qui présentement en font sont impliqués dans le dialogue. Est-ce qu'ils ont leurs choses à dire? Parce que c'est quand même eux que ça concerne. Ça, je ne sais pas si ça se passe aujourd'hui. Est-ce que, autre que, par exemple, par rapport aux entreprises qui vont essayer de faire ça, mais est-ce que quelqu'un qui est un fermier sur une ferme, est-ce qu'il va être consulté par rapport à ces décisions-là? Bien, moi, ceux que je connais, c'est ceux qui le demandent. D'accord. Donc, mais c'est une excellente question, par contre. Ouais. Il y a un aspect infrastructure publique qui peut être favorisé parce que quand on parle de couverture, je pense qu'il y a des zones du Canada où il n'y a pas une entreprise privée qui peut aller mettre des bornes dans lesquelles il y aura un trafic anecdotique une fois tous les 3 jours. Donc, est-ce que vous pensez qu'il est envisageable d'avoir une couverture totale du Canada avec ces zones désertiques? Je ne suis pas... Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je peux parler un peu d'un projet sur lequel j'ai travaillé. Bon, là, je parlais de la compagnie Loon, qui maintenant n'est plus en opération. Mais c'était un peu ça leur objectif. Puis là, je peux parler du rôle de l'IA là-dedans aussi. Leur objectif, c'était de faire voler des ballons, finalement, pour amener la couverture Internet ailleurs où ce n'est pas disponible. Donc, un des défis là-dedans par rapport à naviguer ces ballons-là, c'était exactement que c'est très difficile de programmer le vol d'un ballon en fait, le ballon n'est pas dirigé directement, c'est les vents qui vont le pousser. Donc, on avait une plateforme à très peu de coûts, comparé par exemple à mettre des bornes partout, mais qui était très difficile à gérer. Et c'est là que l'IA avait un avantage. L'IA, on peut s'en servir pour dire, en naviguant le ballon, on peut arriver à être beaucoup plus efficace, puis aussi être là quand on en a besoin, de façon beaucoup plus intelligente qu'on pourrait faire avec un système très simple. Donc, je pense qu'il y a quand même des opportunités qu'on peut voir avec l'IA de prendre des décisions en fonction de ce que les utilisateurs veulent, d'être plus dynamique aussi, parce que déployer un système, ça a un coût. Si on déploie un système qui peut apprendre ou être dynamique, bien là, on peut se permettre d'avoir la flexibilité, donc un coût de déploiement qui est moins élevé. Donc, moi, je vois que c'est un avantage de ce côté-là. Mais actuellement, par exemple, il y a des compagnies qui se lancent, Starlink, etc. Donc, il y a vraiment ce qu'on appelle les hyperconciliations, qui posent un grand nombre de problèmes économiques, éthiques, dynamiques, pratiques, avec 4 000, 5 000, 40 000 satellites en orbite basse, à moins de 1000 km au-dessus de la Terre, pour apporter cette couverture Internet, alors non pas sur un territoire, mais sur la Terre entière. Donc, ce sont des projets qui existent, qui sont en train d'être mis en œuvre, puisqu'il y en a quand même quelques centaines déjà, ou presque 1000 qui ont été lancés. Donc, c'est des projets qui existent pour couvrir l'ensemble. Le seul problème, c'est qu'un cellulaire, ça ne peut pas atteindre un satellite, parce qu'il y a un problème physique très simple, c'est que pour aller loin et pour que on puisse capter, en haut, il faut une grande antenne, mais on est limité, et en bas, il faut une puissance d'émission suffisante pour le faire. Donc, si votre téléphone, il se vide en 3 secondes quand vous avez envoyé votre message, ça ne va pas. Donc, on a un peu ce combat de ce côté-là. Par contre, la gestion des hyperconstellations, c'est forcément
de l'intelligence artificielle, enfin, c'est d'énormes données à gérer ensemble, etc. Et gérer les flux et la façon dont ça communique entre eux, le switch se fait entre les différents satellites est quand même très important. Parce qu'ils ne restent pas au-dessus. Ils défilent à la vitesse de 7 km par seconde, hein, donc ça ne dure pas très longtemps quand même. Hein. Donc il faut avoir des relais en permanence, des échanges entre eux, et tout ça c'est géré forcément par l'intelligence artificielle. Donc ça, il peut y avoir une couverture, mais dans ce cas-là, est-ce qu'une couverture locale a un sens par rapport à une couverture globale? En sachant que, par exemple, il y a déjà des satellites qui s'appellent O3B, The Other 3 Billions, qui étaient faites pour assurer, par une flotte de quinzaine de satellites à quelques centaines de kilomètres d'altitude, hein, pour couvrir, apporter un service Internet pas forcément extrêmement performant, mais déjà assez performant à l'ensemble de la population, je dirais entre moins 70 degrés et plus 70 degrés en latitude, quoi. Les 90, c'est un peu plus dur à atteindre avec ce système-là. Donc voilà. Et qu'est-ce qu'on peut apporter alors, dans la vie quotidienne des gens, à part Internet? Je vais dire quelque chose sur ça. C'est l'information. Donc, une chose que l'intelligence artificielle peut aider avec, c'est l'information elle-même. Donc, si tu habites quelque part, bien sûr, il y a Google que tu peux chercher. Tu as l'accès à toute l'information du monde dès que tu as l'Internet, mais ce n'est pas la même chose que de bien comprendre ce qui va t'aider toi-même. Donc, avec la personnalisation des informations, à propos des gens qui utilisent ça va être très important. L'intelligence artificielle a beaucoup à aider ici. On a ici les traductions, par exemple. Donc, s'il y a un fermier qui voudrait améliorer ses façons de travailler, tu peux aller chercher sur YouTube des informations, puis même s'ils ne sont pas en français, même si ce n'est pas dans ton dialecte français, c'est le français de la France, tu vas être capable de comprendre à cause de tous ces outils qui, maintenant, utilisent l'intelligence artificielle. Ou un autre exemple, c'est aussi des projets qu'on a fait à Google, où tu peux faire dans YouTube pour que tu puisses faire la compression des données. Donc, si l'Internet n'est pas très bon ou l'Internet n'est pas facile à gérer, tu peux quand même avoir accès à toutes ces informations à cause qu'avec l'intelligence artificielle, on peut faire accès à tout ça dans des délais qui sont possibles. Donc, il y a beaucoup de choses qui peut-être, on va dire, face cachée de l'IA à cause qu'on ne sait pas que c'est vraiment de l'IA là-dedans, mais vraiment au-dessus, comme vous disiez, peut-être les gens ne vont pas savoir que c'est l'intelligence artificielle, mais en fait, c'est de l'information qui les aide à faire ce qu'ils font pendant leur tâche beaucoup plus efficace. Oui, on n'est pas obligé de savoir. Beaucoup de gens utilisent l'IA, l'outil est utilisé dans les applications qu'ils utilisent sans même en avoir la conscience. Peut-être heureusement. Ça, c'est le succès de l'outil, quand l'outil devient invisible. Ah oui. Un autre élément, si on parle de régions éloignées, ça va être aussi avoir accès à certains services qui sont difficiles à rendre accessibles vraiment partout parce qu'à cause des coûts et tout. Entre autres, si on parle de télémédecine maintenant qui permet d'avoir peut-être aussi un médecin local qui est présent, mais qui n'a pas nécessairement l'expertise spécifique pour certaines opérations avec la télémédecine, avec peut-être aussi, on parle d'intervention avec des bras robotiques où une personne pourrait faire une intervention à distance. Donc, tout ça, ça permet d'avoir une accessibilité plus grande en régions éloignées de certains services. Alors, sans aller jusqu'à l'intervention, je sais par exemple qu'on a travaillé avec l'Agence spatiale européenne sur l'échographie à distance. L'échographie, pas simplement recevoir l'image, mais manipuler le bras pour avoir l'échographie. Bien sûr, il peut y avoir un technicien un peu formé qui n'est pas forcément un médecin, qui n'a pas forcément la capacité de faire un diagnostic et encore moins de prescrire un traitement, mais au moins déplacer la sonde parce qu'il sait qu'avoir une vue 4 cavités du cœur, ça se fait comme ça et pas autrement. Et ça, on peut envoyer ces choses-là, on peut en interpréter une partie. Le problème souvent, c'est pas tellement d'avoir cette télémédecine, c'est d'avoir à l'autre bout quelqu'un qui interprète. Parce que, surtout dans les médecines d'urgence, par exemple, on a beaucoup évoqué ça en médecine d'urgence, catastrophes naturelles, situations de guerre, situations de catastrophes industrielles. Le problème, c'est on peut avoir des données, on sait le faire, mais il faut avoir à l'autre bout des gens qui soient capables de l'interpréter. Et la deuxième chose... Vous parlez
dans la place où l'accident s'est passé ou de l'autre côté Non, même là où l'accident s'est passé, on peut déployer avec des systèmes humanitaires tout un tas de systèmes possibles, avec des gens qui ne sont pas forcément compétents pour lire ce qu'il faut. Mais par contre, ils connaissent, ils savent faire une prise de sang, etc. Et puis ça envoie les données pour dire oui. Et là, ça prend un expert au centre, disons. Ça prend un expert au centre de données. Et là, il faut le trouver. Exact. Et c'est ça qui est le plus difficile. C'est une délimitation importante à ce genre de choses. Et pourquoi? Je n'ai pas compris pourquoi c'est difficile de ce côté-là. Parce que les gens font autre chose. Il n'y a pas des gens qui sont pas attendent une intéressés. catastrophe. D'accord. C'est tout simple. C'est la logistique. Toute la télémédecine qui est faite avec on veut faire appel à des spécialistes. Les spécialistes, il y a une catastrophe qui se produit en Chine, il y a 8 heures de décalage, le spécialiste, il dort. Il dort, simplement, il n'est pas là. Et puis, si on a un afflux de patients important à un moment donné, on n'est pas forcément capable, même avec, de l'absorber physiquement. Parce que c'était le problème de la pandémie. Il y a des gens qui sont morts parce que on préférait soigner des gens qui avaient le Covid. Enfin, on préférait. Il y avait un choix à faire avec des gens dont on pensait que ce n'était pas si grave que ça, mais en 3 mois, la tumeur les a tués. Hein. Là, il n'y a pas d'intelligence artificielle, là, c'est factuel. Hein. Donc c'est un peu le problème de ce genre de choses. À un moment donné, quand tout n'est pas automatisé ou tout n'est pas géré par l'intelligence artificielle, après on a un facteur humain qui devient limitant, qui, avec le nombre de personnes disponibles, avec la fatigue des personnes, avec la capacité de travail des personnes. Et ça, c'est quelque chose... Alors, moi, je recommanderais que ce soit pris en compte par tous les logiciels d'intelligence artificielle qui ont à un moment donné une interface intelligence artificielle, action humaine. Je ne parle même pas d'intelligence humaine, mais d'action humaine. Alors, je ne sais pas, est-ce que c'est pris en compte ce genre de choses ou pas? Est-ce que c'est envisagé? Ben oui. Puis d'ailleurs, c'est un peu relié à ce que Sybil disait avant. C'est du resource allocation problem. C'est que tu peux utiliser aussi ce genre d'outils-là pour pouvoir trouver, si tu as une base de données d'experts à travers le monde, leur disponibilité, de leur horaire, tu peux, plutôt qu'avoir de se baser seulement sur un seul endroit, tu pourrais avoir une grande base de données qui permettait de toujours trouver quelqu'un disponible selon leurs ressources et tout. Exact. Une fois que tu as la couche où tu peux livrer le service, tu dois après bâtir la couche où tu vas amener tous les intervenants pour pouvoir livrer le service. Mais ça prend les deux couches, comme vous avez dit. Ah oui, je pense que c'est important à prendre en compte. Oui. Et dans le concept, dans les gens qui développent ce genre de choses, de temps en temps, oublient cette couche. Absolument. Mais je pense qu'un des grands défis, justement, du développement de l'IA, puis de son adoption de manière généralisée, c'est que c'est facile, je pense, de penser à l'IA comme un outil dont on arrive, on s'en sert et tout, mais on a un défi aussi de créer une IA qui peut comprendre les humains. Donc, qui peut comprendre comment un humain, ça peut être au niveau mécanique ou au niveau de temps de délai, mais ça peut être même au sein, qu'est-ce que l'humain veut? Est-ce que l'humain est content présentement? Est-ce que l'humain n'est pas content? Est-ce que le médecin est fatigué? Et d'agir en fonction de tout ça. Donc je pense que c'est un de nos grands défis, c'est d'avoir des IA qui peuvent comprendre les humains. Alors, j'avais une question, parce qu'on a parlé de l'éducation et de l'enseignement, et j'avais compris que quand il y avait des examens oraux, les gens qui passaient à la fin, compte tenu de la fatigue de l'examinateur, avaient généralement des plus mauvaises notes que ceux qui passaient au début, et que c'était presque linéaire. Et pas indépendamment de leur mérite, hein, je veux dire, il y avait une tendance baissière. Est-ce que l'IA pourrait éviter ce genre de choses pour avoir des examens un peu plus fairs, j'allais dire, un peu plus aimables, et aider les professeurs, alors pas forcément remplacer les professeurs dans la notation, mais aider les professeurs dans leur évaluation de la performance du candidat qu'ils ont devant eux? Ça peut être dans l'évaluation de performance, ça peut être aussi dans la détection du biais. D'arriver à dire au professeur, je crois que la décision qui est prise ici n'est pas la même que l'autre tantôt, qui était pourtant les mêmes facteurs, la même personne, par exemple. Et on travaille là-dessus ou pas? Ça, c'est un truc qui pourrait être... Pour les gens qui sont à l'université, alors je ne sais pas s'il y a encore des examens oraux dans les universités, mais ça vient au niveau applicatif, dans le sens que je pense que les algorithmes existent pour faire ça, mais il faut les déployer d'une façon intelligente. Alors, ce n'est pas juste avoir un algorithme. Et le phénomène
que vous décrivez existe aussi chez les juges. Oui. Alors, les juges, dépendant si c'est avant l'heure du repas ou après l'heure du repas, ils vont juger les choses différemment, et ça a été démontré par les statistiques. Un autre exemple, qui n'est pas exactement de la même nature, c'est les chirurgiens. Alors, si on regarde les statistiques, et c'est des statistiques que le public n'a pas accès, il y a certains chirurgiens qui ont un taux de succès beaucoup, beaucoup plus élevé que la moyenne. Il y a d'autres qui ont un taux de succès très, très, très faible. Maintenant, utiliser ces données-là d'une façon intelligente, donner plus de formation aux gens qui ont des faiblesses, ça peut sauver beaucoup, beaucoup de vies. Et c'est quelque chose qui est accessible aujourd'hui, mais qu'on ne le fait pas. Et qui, pour moi, rentre dans la catégorie de bien utiliser les ressources qu'on a. Parce qu'on a un chirurgien, il lui manque peut-être un petit truc pour qu'il améliore sa performance, mais on n'est pas en train d'utiliser les données qu'on a parce qu'on connaît sa performance pour l'aider à améliorer et à remplir ce manque qu'il a. Oui, sauver quelques vies. Est-ce qu'il y aurait des questions dans la salle sur tous les aspects dont nous avons parlé au sujet justement de ces applications de l'intelligence artificielle dans la vie des Québécois, dans la vie en général de tout le monde, puisqu'on a largement débordé les aspects du Québec et du Canada, bien que nous ayons aussi abordé quand même les aspects régions isolées, régions éloignées, pas isolées c'est peut-être pas juste, mais régions éloignées, les villes, l'optimisation, l'agriculture, etc. Est-ce qu'il y aurait des questions dans la salle à ce sujet? Enfin, sur ces sujets ou sur d'autres sujets, ou est-ce qu'au contraire, vous lui faites une confiance aveugle? Qui est-ce qui fait une confiance aveugle dans l'intelligence artificielle? C'est un copain à vous? Pourquoi? S'il vous plaît, vous avez levé la main, peut-être par provocation, mais prenez le micro et dites pourquoi vous avez cette confiance, a priori, dans l'intelligence artificielle. Vous avez parlé donc au début, je crois, d'exemples de problèmes de biais dans les algorithmes et dans l'IA. Est-ce que vous avez des exemples où on va carrément plus loin que juste enlever des biais qui mènent à des discriminations et on va carrément appliquer l'IA à des problèmes de société un peu plus graves et prendre des actions non pas réactives mais carrément proactives pour lutter contre des discriminations ou d'autres problèmes de société, genre la désinformation, des situations ou des instances où l'IA justement aide beaucoup pour ça et peut aider peut-être de manière un peu plus scalable par exemple. Voilà. Je pense que c'est une question intéressante. Est-ce que quelqu'un peut répondre à ça? Moi, j'ai une collègue de Mila qui est à l'Université McGill, qui s'appelle Réané, qui travaille, entre autres, pour utiliser les outils de l'IA pour détecter la traite sexuelle, donc des personnes victimes de trafic. Le trafic d'êtres humains, quoi. D'êtres humains, voilà, en pouvant analyser de manière automatique les annonces en ligne, etc. Donc, il y a une analyse de texte, c'est l'aspect de l'intelligence artificielle là-dessus. Et donc, ça, c'est un des exemples, je crois, où l'intelligence artificielle peut être utilisée pour vraiment aider aussi un phénomène de société spécifique. Alors, il y a les discriminations, il y a aussi l'aide peut-être aux gens qui ont des handicaps, que vous avez évoqués. Est-ce qu'il y en a d'autres? Il y a beaucoup de travail qui se fait justement sur les biais, comment les identifier puis comment les combattre. La désinformation également. Il y a beaucoup de littérature qui est disponible. Est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui sont implémentables? Ce n'est pas évident encore de le faire, mais c'est clair que ça fait partie j'allais dire de l'imaginaire. Non, ça fait partie du quotidien de tous les chercheurs en intelligence artificielle. Ça fait partie des choses auxquelles ils vont penser. Il y en a vraiment qui se spécialisent dans ce domaine-là. Ouais. Mais c'est pas le bon. Je pense que c'est pas le bon panel, par contre, pour parler spécifiquement de cette recherche-là. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? Il y a beaucoup de peurs et de personnes qui travaillent pour améliorer les biais qui existent dans le IA. Mais aussi, moi, j'ai beaucoup d'espoir que l'IA va aider beaucoup à réduire le biais qu'on a en tant qu'humain. Parce qu'en tant qu'humain, on est tous biaisés. Et là, quand, par exemple, je traverse la frontière, est-ce que j'ai confiance que la personne qui est en train de vérifier si je peux passer ou non, est-ce qu'elle est biaisée? Je sais qu'elle est biaisée. Mais comme nous, on est tous biaisés, moi, j'ai beaucoup d'espoir que l'IA, dans le futur, va aider ces gens-là à être moins biaisés en détectant ce qu'ils font et en leur donnant peut-être des statistiques qui vont les aider à mieux calibrer leur
leur action, les juges, les gens dans les frontières, les policiers et tous ces gens-là. Moi, je pense que l'IA avec l'humain, ça va être beaucoup mieux que l'humain tout seul. C'est une preuve de confiance importante. Est-ce qu'il y a une autre question dans le public? Oui, Jean, vous enlevez votre masque, merci. Vous pouvez le relever, hein? Oui, c'est mieux. Merci beaucoup pour votre présentation. Ma question, c'est lié plus aux démocratisation de l'intelligence artificielle. Je sais que, Marc, vous avez dit qu'il y aura beaucoup plus de données d'ici 30 ans. Et de nos jours, on voit beaucoup, c'est les grosses compagnies qui ont accès à ces données. C'est quoi vos opinions sur comment les petites entreprises pourraient mieux prendre avantage de l'intelligence artificielle? Puisque j'ai été nommé, je peux commencer. Je pense que c'est vraiment une bonne question. Il y a plusieurs facettes à ça parce qu'il y a l'aspect de données personnelles, peut-être l'aspect, on parlait de données météo tantôt. Donc, les données météo sont déjà disponibles de manière générale au public. Mais je pense qu'une des directions qu'on voit présentement qui, moi, m'appelle beaucoup, c'est l'idée de dire est-ce qu'on peut entraîner une IA qui comprend ces données-là, par exemple avec un système de langage, une IA qui pourrait produire du langage, un modèle génératif, mais après ça, rendre le modèle disponible. Donc, dans un sens, un peu consolider cette connaissance-là de manière permanente, puis après ça, peut-être partager ce modèle-là. Donc, je pense qu'il y a une question, en fait, de dire est-ce que toutes les données dont on a besoin aujourd'hui, est-ce qu'on en aura encore besoin dans 30 ans? Ou, moi, ce que j'espérerais, c'est de voir un changement de paradigme un peu où on s'intéresse non seulement aux données, mais aussi à la façon dont l'IA peut accumuler les connaissances, puis peut-être la partager. Donc, si on peut arriver à faire ça, on pourrait démocratiser beaucoup plus rapidement après ça, cette connaissance-là. Mais il ne faut pas être, je veux dire, en ce moment, la quantité de données, les capacités de calcul, la capacité d'embaucher des experts, ça reste de très grandes entreprises qui sont en train de créer une espèce de monopole de grandes entreprises, de capacité de générer des modèles de calcul à des milliards de paramètres. Je veux dire, ça se compte sur les doigts de la main, là, les entreprises qui sont capables de se payer ça puis qui ont les moyens de le faire. Donc, c'est vrai que ce n'est pas accessible en ce moment. C'est peut-être un problème qu'on a au Québec et au Canada. Donc, on n'est pas en mesure d'en tirer profit nous-mêmes avec ce que nous avons. Et on doit faire affaire avec des entreprises qui proviennent de l'extérieur. Il y a ça. Il y a cette démocratisation-là qu'il va falloir qu'on surveille. Puis l'autre démocratisation, c'est qu'il y a de plus en plus, dans notre métier, tout devient de plus en plus numérique. Les capacités de coder deviennent de plus en plus des expertises qui sont en demande, mais ce n'est pas tout le monde qui a cette capacité, ce n'est pas tout le monde qui aime ça. Ça aussi, c'est des choses à démocratiser. Puis, il y a beaucoup d'outils qui sont en train de se développer où on va pouvoir interagir avec la machine simplement en lui demandant quoi faire et ça va devenir beaucoup plus accessible. Ça, c'est une autre façon de démocratiser puis de permettre aux petites entreprises, par exemple, d'avoir accès à des capacités d'intelligence artificielle de façon beaucoup plus facile. Mais il reste qu'il y a quand même une tendance très lourde du développement, puis des capacités de se payer ces développements-là qui sont concentrés à certains endroits. Mais par contre, pour faire un flip sur ce que tu dis, on va débattre pour de vrai. Il y a beaucoup, je pense, d'attention dans les médias sur ces grandes entreprises-là et sur les applications flashy qu'ils font avec leurs millions de GPU. Mais je crois, par contre, heureusement, il y a énormément de potentiel avec les outils qui existent déjà en ce moment, qui sont disponibles en code ouvert, plein de trucs. Et maintenant, la formation, il y a des MOOC en ligne, il y a plein de formations qui ont déjà été enregistrées, qui est accessible partout. Et on a beaucoup d'exemples aussi, par exemple, des endroits dans des pays qui ont moins accès directement à ce genre de formation-là, qui ont pu utiliser ce genre d'utilisation-là dans des trucs locaux. Donc, je crois qu'il y a quand même un aspect, même s'il faut améliorer, il faut continuer à pousser pour mieux démocratiser. Heureusement, je crois qu'il y a quand même aussi beaucoup d'accès par la culture du domaine. Le domaine d'intelligence artificielle, l'apprentissage profond, avait déjà une culture de partage de code
qui a permis aussi à accélérer si leur vite que développement. ça, oui. Oui. Écoutez, un non, dernier mot, mais dernier court, mot. parce que là, on est en train de dépasser. Très C'est court, pas c'est bien. une- Très court. Ah oui, Je veux juste dire que c'est une question très importante. Et il y a les trois aspects, les données, les centres de calcul et l'expertise qu'il faut démocratiser les trois. Et je pense qu'il y a un travail qui se passe sur les trois choses. Ce que j'aimerais voir plus, c'est une action citoyenne pour faire des données, des bases de données que tout le monde peut utiliser, un peu comme on a fait Wikipédia, mais peut-être un Wikipédia pour des données que tout le monde met des données dans ce système-là, mais qui donne accès à tout le monde. Merci beaucoup. Bien. Merci beaucoup. Merci à vous Merci, tous. Michel. Merci à Rémi qu'on avait oublié sur la photo, qu'on a oublié de citer. Merci à vous tous pour cette table ronde. Merci donc à DeepMind qui nous a aidés, qui a sponsorisé cette table ronde. Et bien sûr, merci à l'Université de Montréal qui nous accueille, la Ville de Montréal et le gouvernement du Québec qui a soutenu le congrès Time World, qui continue encore maintenant et qui va continuer demain. Et je crois qu'à la fin de la séance, après les dernières interventions, il y aura un événement à l'extérieur autour d'une peinture qui est faite, donc qui est inspirée par l'intelligence artificielle. Donc, je vous invite à nous rejoindre à l'Atrium et là, on vous dirigera un peu plus loin. Merci à toutes et merci à tous. Merci à DeepMind. Merci.